Pour répondre à cette question, voilà, je pense à un moment particulier dans mon parcours artistique. C'était il y a 2 années. J'avais fait une performance au Silencio qui s'appelait 0357. Et évidemment, voilà, c'est un lieu particulier, donc la presse était un peu plus intéressée par ça parce que c'était au Silencio. Et voilà, on m'a proposé de me faire un portrait dans un magazine féminin. Euh, donc j'ai répondu voilà, à un questionnaire, hein, de ce magazine féminin. Et il se trouve que la journaliste qui faisait le portrait était quelqu'un que je connaissais. Donc voilà, j'ai pu vraiment prendre mon temps pour répondre à ces questions, discuter avec elle. Et au final, évidemment, comme elle me connaissait bien, et puis qu'elle-même, elle a une position par rapport à dire, la femme, puisqu'elle travaille pour ce magazine, en même temps, elle sait très bien que des fois, les marges de manœuvre ne sont pas particulièrement faciles voilà, dans la presse, pour la rédaction, pour le problème de cible, de cahier des charges. Hein. Et alors, voilà, elle m'a posé des questions, j'ai répondu, et j'ai répondu voilà, sur les idées que j'avais, que je voulais développer. C'était des idées, on va dire, oui, de l'ordre du corps, des choses qui étaient liées à mon travail. Donc, je parlais de mon langage artistique, du concept. Et le lendemain, elle présente ça à la rédaction. Évidemment, l'article est refusé parce qu'ils jugeaient ça trop intellectuel ou trop conceptuel et pas assez accessible à la cible de ce magazine féminin. Euh, et donc elle me rappelle, elle me dit voilà, il faut qu'on réécrive, sinon ça va être annulé. Euh, alors je lui dis mais moi je n'ai pas envie de répondre à des questions d'une manière bateau et attendue, parce qu'évidemment ce qui les attendait à ce moment-là, c'était réagir sur le 13 novembre, sur la violence, sur l'islam. J'avais vraiment pas du tout envie voilà, d'entrer dans ce jeu-là, parce que voilà, je me sens assez loin de ces propos très manichéens, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors je lui dis, soit on essaye de ruser et on essaye de défendre l'article, ou alors on abandonne, parce que moi, voilà. Donc on a rusé, et j'ai évité de rentrer dans leur jeu, donc j'ai quand même communiqué mes idées. Mais j'étais assez révoltée parce que voilà, ça réveillait en fait une ancienne révolte à l'encontre de ces magazines féminins qui finalement formatent stigmatisent hein, la femme dans une certaine image. Et, euh, et c'est comme si eux-mêmes pratiquaient une autocensure, donc ça va très très loin. C'est elles-mêmes qui croient que les jeunes adolescents de 13-14 ans ne peuvent pas avoir accès à des idées, voilà, idées qu'une artiste franco-marocaine propose. Voilà, qu'il vaut mieux parler je sais pas, du dernier cri d'habits ou de je sais pas quoi que j'aurais acheté, ou que, je sais pas, j'aurais parlé de je ne sais quel événement. Et je n'avais vraiment pas envie d'entrer dans ce jeu. Et je me suis souvenu moi-même comment je pouvais m'identifier aussi à l'âge de 13-14 ans à ce type de magazine qui forme hein, qu'on est la femme objet, la femme à désirer, la femme oui, qui doit s'habiller comme ci, comme ça, qui doit se coiffer comme ci, comme ça, et puis la femme finalement un peu superficielle et vaniteuse, sans idée. Alors ça c'est extraordinaire. Donc je me suis dit mais c'est assez incroyable. Donc pour moi répondre et être publié dans ce magazine-là, c'était en fait un acte de résistance, et c'est quand même passé. Donc ça j'étais vraiment contente. Euh, mais je me suis dit finalement, ce type de comportement vient des femmes, à l'égard des femmes. Donc c'est là où voilà, j'ai commencé un peu à me dire finalement ce propos comme quoi les hommes rejettent hein, la femme, rejettent ou cantonnent en fait la femme à une certaine image. Finalement, c'est la femme elle-même qui se complaît ou qui transmet. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Alors mon travail, en l'occurrence, parle de la femme dont le corps est représenté. Voilà, c'est tout simplement ça, euh, avec des règles du jeu, des protocoles.
Euh, et juste dire ça, en fait, dire ça, c'était compliqué, en fait. C'était compliqué de le dire. Et, et je trouvais que c'était le bon endroit pour le dire, parce que justement, quand on parle, quand on a des entretiens avec des magazines d'art, on n'a pas accès à ce type de public, et c'est vraiment dommage. Et moi, je viens, bon, j'ai grandi au Maroc, et la censure commence très très tôt. Alors, d'abord parce que au départ, enfin moi, dans les années 80, il n'y a absolument pas de presse féminine marocaine, donc on s'identifiait à la presse féminine européenne. Euh, et oui, il y avait des images auxquelles on devait répondre, mais notre corps ne correspondait pas à ces images. Donc il y avait un problème, il y avait un problème d'identification qui était très fort. Euh, et ce n'est pas simplement le problème de colonisation euh, voilà, et d'acculturation, parce que notre langue, c'est aussi la globalisation, c'est aussi le fait que oui, au niveau économique, il n'y avait pas la possibilité d'avoir des magazines féminins au Maroc, mais aussi, évidemment, oui, politiquement, c'était pas possible d'avoir, de créer un magazine féminin. À l'époque, c'était très compliqué. Alors, donc, on s'identifiait à ces magazines et on grandissait avec cette image. Et je pense que mon rapport à la performance aujourd'hui est aussi un acte de résistance vis-à-vis de ces images. Alors, ma pratique artistique qui donc joue du lien en fait entre musique et art plastique, donc art plastique, disons art visuel, euh, qui couvre donc un certain nombre de médiums, justement, euh, travaille sur une certaine forme d'unité et de rapprochement entre tous ces médiums. Euh, et mon travail se concentre aussi sur la question de la superposition, la répétition. Donc c'est comme si quand je compose, par exemple, ce sont des motifs que je superpose, et c'est à partir de cette superposition que je crée de multiples possibilités. Donc c'est des protocoles qui sont au départ très fermés, puisque je pars d'un motif simple, que ce soit en musique, en art plastique, ou même pour la performance, qui donne après le protocole de la performance. Et je travaille sur ces layers, sur ces couches, en fait. Bon, je pense que cette pratique révèle, moi, mon attitude dans la vie et vis-à-vis des autres, c'est que je ne me sens appartenir ni à l'un ni à l'autre, je suis l'ensemble en même temps. Quand je suis venue à Paris, j'avais 18 ans. Euh, Au Maroc, on me disait, mais oui, tu vas souffrir de racisme, etc. Je dis non, moi, voilà, je ne connais pas ça. Dans la rue, je n'ai jamais vécu un propos raciste. Et je pense parce que je ne me définissais pas comme étant exclusivement voilà, une femme du Maroc venant d'un certain milieu ou classe sociale. Je pense que j'ai pensé très tôt que j'étais juste un individu, qu'il fallait que, voilà, que je fasse ma place quelque part où je me sens bien. Donc même si à l'extérieur on me renvoyait en permanence de certaines images, voilà, j'ai toujours euh, comment utiliser les multiples facettes voilà, dont je disposais dans ma vie, parce que j'ai la chance voilà, de parler quand même une langue qui n'est pas la mienne au départ, qui est le français. Donc il y a une très forte identification à la culture française dès le départ. Et j'aime beaucoup raconter cette histoire parce que euh, on, voilà, c'est parce que j'estime que c'est une chance. Ma mère est professeure de français, et le français m'a été transmis grâce à une école bilingue au Maroc qui a été créée par deux institutrices françaises qui ont vécu en fait l'indépendance au Maroc. Et leur idée, qui est une idée absolument géniale et visionnaire, c'est de créer une école où on transmette aux enfants
post-indépendance, on leur transmette la langue française, non pas par le biais d'enseignants français, mais par le biais d'enseignants marocains. Ce qui a permis à toute ma génération et voilà, qui ont suivi cet enseignement-là de s'identifier aux Français sans cette sensation de haine, hein, ou de rapport de pouvoir, hein, ou avec ce passé. Bon, on n'a pas vécu de colonie, on a vécu un protectorat, c'était léger, mais quand même, il y a eu une occupation, il y a eu un sentiment d'infériorité, il y a eu des complexes, il y a eu des heurts, des conflits. C'était quand même voilà, très, très important. Et grâce à cette idée de transmission dont j'ai hérité, qui a été en plus doublée par le fait que ma mère était professeure de français, donc il y a eu une identification finalement à la culture française qui s'est faite en douceur. Hein, voilà. Donc quand je suis venue moi en France à 18 ans, je ne me définissais pas comme française, hein, mais j'étais bien. Et puis, par contre, je savais ce que je fuyais du Maroc. Voilà, donc ça, peut-être j'en parlerai un peu plus tard. En tout cas, quand je suis arrivée en France, il n'y a pas eu le sentiment, oui, je suis une femme marocaine, vivant à l'étranger, et je n'ai pas eu non plus cette idée que de moi-même que j'étais une femme marocaine qui était en France. Regarde, je raisonne toujours avec les multiples perspectives. En fait, vue du Maroc, une femme marocaine qui va en France, comment une femme seule peut aller vivre à Paris? Alors, moi j'ai vécu des paradoxes extraordinaires. Mon père ne voulait pas que je sorte, ne voulait pas que je voie de garçon, mais en même temps il me laisse partir à Paris à 18 ans. Donc je dois vivre avec ce type de paradoxe. Et le paradoxe, c'est très vivant en fait, parce que ça permet d'avoir toujours une espèce de tête multiforme, hein, et de multiples perspectives. Donc voilà, donc je vivais avec ces paradoxes, mais j'avais des idéaux, c'était effectivement d'être libre en fait, tout simplement, et de enfin faire ce que je pouvais. Ça n'a pas été possible parce que je parlais tout à l'heure d'autocensure des magazines féminins, mais évidemment il y a l'autocensure, hein, donc je n'ai pas tout de suite été artiste. J'ai d'abord traversé tout un parcours avant de sauter en fait dans le vide. J'ai d'abord fait une école de commerce parce qu'il fallait que je fasse ça, c'était la condition sine qua non pour moi d'être en France, hein. Sinon je devais rester au Maroc. Voilà, ça c'était et le travail comme étant libérateur. Donc ça, j'ai grandi avec finalement cette idée-là, parce que c'était la seule façon pour moi d'échapper au conservatisme et à ce paradoxe. Voilà, ça c'est le travail qui m'a libérée en fait, hein. Et ça c'est la vision de mon père. Ma mère est quelqu'un de très très moderne. J'ai vraiment eu la chance d'avoir une mère qui me laissait faire ce que je voulais. En fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de mères. Moi, je pense que les mères sont très très responsables, en particulier, au Maroc, parce que c'est une société que je connais bien et qui m'a fondée. Hein, j'ai vécu 18 ans. Les mères sont vraiment responsables du regard qu'on porte sur les femmes aujourd'hui et de ce harcèlement des hommes dans la rue, parce que j'ai évidemment vécu ça quand même, hein. Avant 18 ans, après 18 ans. Je dis avant et après parce que avant on est encore voilà, sous la coupe la protection familiale. Après 18 ans, voilà, on a quand même puis bon, à 18 ans, moi je suis partie, donc voilà, j'étais seule, vraiment j'étais responsable de moi-même. Avant, c'était compliqué. Donc, mais même après, c'était pas évident du tout de retourner au Maroc et de faire ce que je faisais en France au Maroc. Et comme moi j'ai grandi avec cette perception de moi-même comme étant absolument double, hein, je suis à la fois marocaine, à la fois française. Voilà, j'ai étudié comme les garçons, hein, et mon père me considérait exactement comme l'égal de mon frère, donc j'avais pas du tout cette problématique.
J'en avais d'autres, bien sûr, ça, de toute façon c'est infini, je me perds. Mais je reviendrai sur la question du corps et de la représentation, parce que, en tout cas, oui, pour la question du regard de l'extérieur, j'avais plus un sentiment d'agression, quand même, du côté marocain que du côté français. Parce que quand je rentrais au Maroc pour les vacances, je ne pouvais pas sortir seule, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas faire tout ce qui me réjouissait évidemment à Paris. Et à l'âge de 30 ans, j'ai décidé, ça a quand même duré très longtemps cette histoire, à l'âge de 30 ans, c'est à ce moment-là en fait que j'ai décidé de reprendre mes études de musique et de enfin écrire de la musique. Donc j'ai repris l'école, j'ai fait des études donc de composition à l'école normale de musique, parce qu'il fallait aussi, alors là c'est encore d'autres oui, d'autres façons de s'en sortir dans la vie, hein, parce que évidemment à 30 ans, comment on fait pour étudier la composition? Eh bien, le conservatoire vous ferme les portes, vous êtes trop vieille. Toutes les écoles ferment les portes, il y en a deux. Il y en a une qui est pas très loin d'ici, et il y a l'école normale. Voilà, il y a la Schola Cantorum et l'école normale. En France, il n'y en a que deux. Et franchement, c'est absurde, hein, c'est complètement absurde. En plus, pour la musique, c'est comme si on disait à un écrivain, vous ne pouvez pas écrire parce que vous avez 30 ans. Non, c'est pas vous n'avez 50 ans, vous n'avez pas 28 ans. C'est vraiment, parce que c'est la limite d'âge. Donc là, j'étais évidemment très, très révoltée. Donc j'étais très révoltée à 30 ans. J'ai fait ma petite crise d'adolescence à retardement, en fait, hein. Et donc j'étais révoltée contre le système français qui ne m'autorisait pas finalement à étudier la musique. Et d'un autre côté, j'étais évidemment révoltée contre le Maroc de ne m'avoir pas permis d'avoir pris conscience que je voulais écrire de la musique un peu plus tôt. Voilà, donc ça c'était vraiment le point je sais pas, point de conflit, quoi. C'était l'équation impossible à résoudre. Mais j'ai quand même, voilà, trouvé des moyens. J'ai pris des cours privés, puis le professeur, donc voilà, m'a ouvert les portes en fait dans sa classe de composition à l'école normale, et c'est comme ça que j'ai pu avoir mon diplôme à 31 ou 32 ans, non, 32 ou 33 ans, voilà, ça a duré 3 ans. Donc retour aux études, violence d'étudier, quoi, d'être corrigé, enfin bon, voilà, c'est sur des violences qui nous accompagnent en fait toute la vie, parce que ça revient, c'est comme je ne pouvais pas être compositrice parce que je ne pouvais pas être comment je peux dire ça, parce que je ne pouvais pas être proche de mes émotions, parce que je ne pouvais pas encore accéder à la possibilité de marcher toute seule au Maroc, d'accéder à ma propre créativité, en fait. Ça va très loin, cet interdit du corps, hein. Donc quand je revenais au Maroc, je n'avais pas la possibilité de faire ce que je faisais à Paris, et à 30 ans, je me suis dit, eh bien, je vais les mettre au même niveau, en fait. Donc d'un côté, je vais ramener mes émotions de manière à pouvoir les écrire à travers la musique, et de l'autre côté, il faut que je puisse, moi, marcher dans la rue au Maroc librement, sans me faire attaquer, sans peur, sans me faire harceler. Parce que la peur de mes parents, c'était ça. Non, tu ne vas pas à l'école toute seule, parce que si tu vas à l'école toute seule, tu vas te faire violer, tu vas te faire agresser. Et ça allait très loin. À l'époque, en Algérie, on jetait de l'acide chlorhydrique sur le visage des femmes quand elles se baladaient sur la plage. Et donc moi, à l'époque, je ne sais plus, j'avais 13 ou 14 ans, je faisais des spectacles de danse. Mon père m'a interdit de faire des spectacles de danse. On devait faire un festival en Algérie. Il m'a dit non, tu vas pas faire ce festival parce que voilà, j'ai pas... Donc, à partir de 13-14 ans, je me suis dit, voilà, je ne peux plus danser en public, je ne peux plus faire de spectacle. Et du coup, voilà, je n'étais plus légère vis-à-vis de cette pratique qui m'avait accompagnée depuis mon enfance.
Alors, je n'ai pas arrêté de danser, mais j'ai dansé en cachette. Donc j'ai commencé à mentir. Et c'est le processus du mensonge, voilà, c'est pas le mensonge qu'un enfant pratique normalement, ça devient pathologique et ça devient constitutif de soi-même. Donc, alors, je mentais, et je mentais dans la rue, parce que quand je suis revenue à 30 ans avec ce défi de faire exactement ce que je faisais en France au Maroc, pour m'en sortir dans la rue, je devais mentir. Donc on ment, on dit qu'on est marié, on dit qu'on a des enfants, on dit que, je sais pas, mon père n'est pas loin, il va arriver, attention, on menace, hein, mais c'est toujours la protection de l'homme qui nous protège. Et à un moment donné, je me suis dit, bien non, je ne vais plus raconter ça. C'était vrai, c'était vraiment ça. C'est la première fois que je suis allée dans un hôtel toute seule. C'était à l'âge de 30 ans, au Maroc, évidemment, pas ailleurs, mais au Maroc. Et j'avais peur, j'avais très peur, c'était absurde. Je me dis, mais enfin, j'ai 30 ans, parce que quand je suis venue en France, donc j'ai fait une école de commerce, après j'ai travaillé en stage à l'Institut du monde arabe, j'ai fait 8 ans en tant que chargée de communication à l'Institut du monde arabe, j'ai fait de la programmation, j'ai voyagé dans tout le monde arabe, enfin, et revenue au Maroc, j'avais peur d'aller dans une chambre d'hôtel alors que j'étais au Liban, à Gaza, enfin c'était complètement absurde, mais c'était des peurs enfantines évidemment, donc voilà, donc je marchais dans Marrakech parce que c'était la ville que j'avais choisie pour pouvoir me sentir un petit peu libre, parce qu'évidemment il y a beaucoup d'étrangers, donc je me dis bon voilà, je vais me sentir un peu comme à l'étranger, et je me faisais suivre, mais systématiquement, et bizarrement, là où je me faisais le plus respecter, c'était quand j'étais assise dans les cafés et que je dessinais. Alors là, on m'adressait la parole, mais avec un respect extraordinaire. On me dit, ah bon, Mtia Nana, vous êtes artiste? Oui, et donc je dessinais, et ils me regardaient dessiner. Et on ne m'adressait, mais vraiment, on ne me harcelait pas. Donc, pour moi, c'était réjouissant de voir finalement cet acte qui me libérait moi-même, libérait aussi le regard de l'autre. Ça, franchement, c'était très très réjouissant. Donc je faisais ça parce que ça me faisait du bien. Mais je me rendais compte que c'était une protection, et que dès que je me mettais dans l'espace public comme une personne lambda, hein, qui n'a pas recours à la création, qui marche, qui va faire son marché, là je me fais suivre, et ça va très loin, dans le sens où ils sont très collants, très insistants, et puis ils rentrent dans la vie privée, dans la vie intime, c'est très violent, mais vraiment dans le sens du terme, on se sent pas bien. Après, on se sent vraiment pas bien. Donc, on est obligé de mentir. Après, on n'est pas bien parce qu'on a menti. Alors là, je dis, ben, moi, je suis là. Oui, je suis seule. Je ne suis pas mariée. Je viens toute seule pour marcher, et je suis artiste. Et continuer quand même jusqu'au moment où c'était magnifique. C'était une promenade que je faisais dans le jardin de l'Agdal, et j'étais très heureuse de retrouver finalement ce Maroc que j'avais quand même fui d'une certaine manière, même si je rentrais en vacances, c'était pas la même chose. Là, je me disais, oui, il y a peut-être la possibilité d'y retourner plus souvent, et justement d'avoir un atelier. J'avais plus de moyens d'avoir un atelier, et puis bon, il y a plus de facilités économiques. Et je voyais l'impossibilité, parce qu'il n'y avait pas du tout de lien avec l'extérieur. Et il fallait en permanence se cacher, s'excuser, mentir. Et à un moment donné, c'était magnifique. C'était vraiment, j'avais l'impression d'être au paradis. La végétation était magnifique. Et ce type qui m'avait suivi depuis l'hôtel, hein, il m'avait suivi, et il avait insisté pour me faire la visite de ce jardin. J'avais dit non. Il avait tenté de me faire peur en me disant, mais tu sais, ici les femmes se faisaient violer à l'époque, etc. Et moi, je résistais contre cette peur, et je marchais quand même, je marchais, et à un moment donné, il est revenu, il me dit, tu veux du shit? Évidemment, ça c'est le truc, parce que il voit bien que je suis pas marocaine habitant au Maroc, je veux dire, donc il croit que je suis droguée ou je sais pas quoi. Donc je lui dis non, je ne fume pas. Et puis moi j'essayais de faire de l'activisme
dire, ordinaire, quoi, de lui dire mais ne crois pas, c'est pas parce que j'ai envie de marcher seule que forcément je veux me rouler un joint. Je veux dire, voilà, il faut pas comme ça stéréotyper les gens. Alors, il comprenait pas, lui, il avait qu'une seule idée, c'est juste, mais c'était plus fort que lui, hein, je sais même pas pourquoi d'ailleurs il me suivait, c'était plus fort que lui. À un moment donné, il est venu avec sa petite moto, il m'a dit mais je veux t'accompagner. Je lui dis mais vraiment, j'ai commencé à hurler, je dis mais laisse-moi tranquille. Et à un moment donné, il m'a jeté à la figure, il m'a dit mais toi tu es raciste. Et là, j'étais profondément blessée, ça m'a complètement dépassée, j'ai commencé à pleurer, mais vraiment à pleurer. Et j'étais ravagée, hein. Je me suis dit voilà, c'est désespérant en fait. Et là, le type il revient et commence à m'embrasser les mains, à m'enlacer. Et c'était vraiment un truc de fou. Il m'enlaçait et il me demandait pardon. Il se mettait à genoux. Il me disait mais pardon, je sais que je t'ai blessée, etc. Et tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui venait, qui avait de loin assisté à la scène. Il me dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai raconté. Il m'a dit ah oui, mais je vais le prendre, je vais l'emmener à la police. Et je lui ai dit non, justement, ne fais pas ça parce que si jamais tu l'emmènes à la police, c'est pas constructif. Et finalement, je trouvais ça très touchant que ce monsieur finalement vienne s'excuser. En fait, il était bien conscient quand même de sa violence. Mais c'est comme si tout le monde était perdu dans l'histoire. Lui, il est perdu, moi, je suis perdue. Mais il y avait quand même un moment on pourrait dire, de fraternité, d'humanité, où tout d'un coup, voilà, lui prend conscience de sa limite. Et moi, oui, je pardonne en fait son acte de violence. Mais c'est quand même éprouvant. Voilà, au bout d'un moment, oui, ça me faisait dire que je n'avais vraiment plus rien à faire finalement au Maroc, il fallait que je fuis. Et le monsieur, ce gardien qui avait tout vu, vient, et je pensais que c'était la figure protectrice, hein, qui allait me dire bon, voilà, rentre chez toi ou quelque chose comme ça. Il vient et il me dit mais tu es toute seule, tu vis ici. Et tout d'un coup, lui-même, qui était le gardien, un vieux monsieur, hein, donc plutôt figure du sage, lui-même reprenait cette figure de l'homme qui censure, qui juge, qui stigmatise. Et là, laissez-moi tranquille. J'ai pris un taxi, je suis rentrée à l'hôtel, je suis repartie à Rabat parce que voilà, je suis de Rabat. Et j'étais assez désespérée. Mais vraiment, c'était très dur. Et j'ai dit d'ailleurs à ce vieux monsieur, je lui dis, en me formulant évidemment à moi-même, je dis voilà pourquoi je suis partie à 18 ans à Paris et voilà pourquoi je me suis aussi identifiée à une culture qui me permet de faire des choses élémentaires. Qu'est-ce que c'est que de demander, bon sang, la possibilité juste de marcher, d'admirer voilà, l'environnement, la nature autour. Et ça, c'était pas possible au Maroc. Donc autre acte de censure, parce que tout ce moment-là était très à fleur de peau pour moi. C'était un acte très fort de devenir artiste pour moi. C'était pas je fais des études, je suis les beaux-arts ou le conservatoire et je deviens artiste. C'était un long processus d'individuation, c'est-à-dire je ne pouvais pas dire je aussi facilement. Il fallait que je passe par des structures d'identification, des structures protectrices. Alors ça a été évidemment une école tout simplement, et puis après il y a eu l'Institut du monde arabe qui a joué un rôle pour moi, qui m'a ouvert les yeux aussi sur cette notion de monde arabe, parce que je m'identifiais aussi en tant qu'arabe, donc des gens très multiples, enfin bon, quand on est tous très multiples. Moi en particulier, je venais du Maroc, donc on a aussi le lien aux langues, donc il y a le français, il y a le marocain, le dialecte marocain, et puis il y a l'arabe classique. Voilà. Alors, la notion d'être arabe. Alors, la notion d'être arabe, j'avais envie de comprendre qu'est-ce que c'était être arabe. Alors, à l'Institut du monde arabe, j'ai compris en fait que le monde arabe, pour moi, n'existe pas, c'était absolument une utopie. Donc j'ai beaucoup voyagé au Moyen-Orient, au Maghreb, et j'ai pris conscience des différences en fait de chaque pays, des particularités de chaque pays.
et de la particularité de là où je venais. Voilà, moi, en tant que Marocaine, je ne suis pas égyptienne, je ne suis pas soudanaise, voilà, je ne suis pas libanaise, etc. Et en allant dans le monde arabe, j'ai rencontré beaucoup d'artistes qui, eux, étaient, enfin, pas activistes, mais ni militants, mais en tout cas étaient en lien avec leur société et créer des formes, et notamment des formes de représentation auxquelles moi je n'avais absolument pas accès en tant que Marocaine venant du Maroc. Ça, et à mon époque, c'était les années 90, il y avait très très peu de jeunes qui s'engageaient dans des troupes de théâtre en particulier ou de danse. C'est très récent qu'il y ait des troupes de danse contemporaines. Ça date peut-être de 98-99. Donc, la conscience du corps, c'est quelque chose voilà, qui prend du temps, hein, qui, au Maroc, a encore du mal à émerger. C'est un processus qui est très très long. Et au Moyen-Orient, je voyais que c'était quelque chose de très vivant et qui prenait corps, en fait, qui prenait forme et qui prenait corps. Donc ça a renvoyé évidemment à ma propre impossibilité de pouvoir dire je, et de pouvoir, par exemple, monter sur scène, ou par exemple, écrire de la musique, ou même juste dessiner. Je n'avais pas dessiné depuis des années, je ne pouvais pas prendre un stylo et dessiner. C'était un acte pour moi, déjà un acte de transgression extraordinaire. Et cet acte de transgression, que moi j'arrivais à dépasser grâce à un processus personnel très complexe, hein, en passant par tout ce que je vous raconte là de mon parcours professionnel, mes rencontres beaucoup, évidemment, mais aussi des pratiques je veux dire, thérapeutiques ou physiques, le yoga, la psychanalyse, tout ça, c'est quelque chose qui refabrique et qui répare en fait, hein, et qui refabrique une sorte de conscience personnelle, hein, auquel on n'a absolument pas accès parce que moi je viens d'une société qui est paradoxale, qui est complètement schizophrène, c'est bourré de paradoxes. C'est euh, oui, il y a plein d'exemples, hein, qui me viennent à l'esprit. Mais je vais d'abord raconter cette histoire de toute censure et impossibilité de passer à l'acte d'écriture, mais à l'acte du dessin. C'est que je dessinais dans la rue, voilà, j'aimais bien faire ça, puis c'était aussi parce que j'avais la paix, hein, je dessinais dans la rue, donc j'avais la paix dans la rue. Donc j'étais aux Oudaya, je dessinais, j'étais assise, et puis là j'étais très heureuse de ça, cette espèce de joie qu'on peut avoir dans la rue au Maroc. Il y avait des enfants qui jouaient au foot, je me suis assise, il y avait un petit garçon qui est venu, qui m'appelait Khelti, donc ma tante, qui m'avait complètement adoptée en fait, et qui vient et me dit: tu peux garder le ballon? Oui, je garde le ballon, et je continue de dessiner. Puis il y avait plein d'enfants autour de moi, et il y avait une petite fille qui venait avec des lunettes compensées comme ça, qui regardait, et qui était fascinée, je sais pas, par le fait que je dessinais. Alors je dis: tu veux, je te donne un papier, un crayon, et tu dessines ce que tu veux. J'arrache le papier de mon calepin, je lui donne un crayon, et puis je dis: bah, maintenant on va dessiner. Ah, elle me dit: je dois réfléchir. Et elle est allée, et elle a réfléchi, et elle a réfléchi, et elle a réfléchi, et elle est venue, je crois, au bout d'une heure ou une heure et demie, avec une page blanche. Elle m'a rendu le papier, elle m'a rendu les crayons. Impossible, hein, impossible de dessiner. Elle avait, je sais pas, peut-être 5 ans ou quelque chose comme ça. Et pour moi, c'était vraiment, je me suis dit: waouh, il y a vraiment voilà, c'est verrouillé, quoi. C'est voilà, la connexion cerveau, corps, voilà, conscient, inconscient, tout ça est verrouillé. Et je sais pas, et je me suis sentie comme étant responsable d'une certaine manière de ça, dans le sens où ce que je vivais moi, voilà, il fallait ou ce que j'avais vécu plutôt, et ce que je vivais moi dans le sens de la libération, il fallait que je le transmette d'une certaine manière. Donc pour moi, quand je suis passée du côté
de l'acte artistique. Pour moi, cet acte artistique me libérait, devait aussi libérer le corps, finalement, de celui qui allait assister à une performance ou voir un dessin. Et, voilà, donc ça, c'était un peu... ça me motivait aussi beaucoup. Hein. Donc quand je retourne au Maroc, je vais souvent à l'aéroport de Rabat, je remplis cette fameuse fiche de police et ça m'a mis énormément de temps de sentir la légitimité de marquer sur la ligne profession, de marquer que je suis artiste. Ça m'a pris énormément de temps et bon, j'ai fini par le faire. Ça m'a pris aussi énormément de temps de mettre que j'étais franco-marocaine, puisque moi je suis d'abord marocaine et puis je suis devenue française par mon parcours ici en France. Donc je ne voulais plus mettre que marocaine, je ne voulais pas mettre française, même si je circulais avec mon passeport français, mais je mettais franco-marocaine et pour moi c'était un acte très important de pouvoir affirmer ça, vraiment de cette double nationalité, double appartenance. Et je m'étais artiste. Alors ce qui est marrant, c'est que à la douane, on nous demande pas mal de détails, et notamment artiste. Alors artiste, c'est vague, donc ils me demandent exactement ce que je fais. Donc je leur dis, voilà, je suis musicienne, compositrice, et puis plasticienne, donc oui, dans peinture, dessin, vidéo. Elle me dit, et à chaque fois, j'ai des commentaires extraordinaires et sympathiques. Hein. C'est vraiment une sympathie. Je vois le visage du douanier qui s'illumine, hein, qui sourit. Il me dit, ah bon, tu fais tout ça, mais c'est extraordinaire. Alors avec évidemment un humour à la marocaine qui dit, ah bon, qu'est-ce que tu nous as laissé à nous? Je lui dis, ah, et là on commence à blaguer. C'est ce genre de badinage que j'aime beaucoup parce que c'est très bon enfant, c'est extrêmement accueillant en fait. Hein. Et c'est un douanier, hein, c'est pas, enfin je veux dire quand je vais en Allemagne ou en France, le douanier il badine pas, il rigole pas, il n'a pas le temps, il est formé pour autre chose. Et lui, enfin eux, parce qu'il y en a beaucoup, et chaque fois c'est des réactions différentes. Ils finissent par parler d'eux-mêmes parce que ils voient que moi je fais voilà, de l'art, musique, hein, et donc ils disent eh bien oui, moi aussi je dessine, ou moi aussi j'aime chanter, ou moi aussi j'aime danser, et j'entends des hommes qui me disent intimement à la douane, hein, qui me disent oui, moi j'aime chanter Keltoum, ou j'aime chanter Smahen, et tout d'un coup ils deviennent, bon, on peut dire extrêmement féminin, c'est pas ça, mais en tout cas on entre dans un espace d'intimité, et c'est cette intimité que j'aime, hein, avec les hommes en particulier au Maroc, parce que les femmes douanières, elles ne me disent pas ce genre de choses. Hein. Je n'ai jamais eu un seul commentaire sur ma pratique venant des femmes douanières, alors que les hommes, à chaque fois, franchement, j'ai des réactions très accueillantes. Mais paradoxalement, je sais très bien, peut-être, que ce même douanier qui est très sympathique envers moi, peut-être il rentre chez lui et peut-être il a des propos misogynes, des propos machistes, je n'en sais rien, mais c'est probable. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de parler de certaines figures et de certains comportements, parce qu'il y a des comportements qui sont extrêmement paradoxaux, et on en rencontre beaucoup au Maroc, ça c'est très clair. C'est pour ça que j'aime bien aussi, c'est parce que justement ça échappe à ces stéréotypes, c'est que on peut pas dire que ça c'est blanc, ça c'est noir, et finalement, donc j'en reviens aussi à cette question d'intersectionnalité, c'est que tout dépend comment on se définit soi-même vis-à-vis de l'autre. Ça c'est très important. Aujourd'hui, j'ai une jupe qui est courte. Quelqu'un qui habite au Maroc m'a dit, ah bon, tu n'as pas de problème? J'ai dit non, j'ai pas de problème, parce que j'ai dépassé, mais il y a 10 ans j'avais un problème, parce que j'avais peur.
Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je vais dans la rue, je m'habille à peu près comme je veux parce qu'il y a des choses, on va dire, à ne pas non plus dépasser. Mais c'est une moyenne, évidemment, qu'on fait inconsciemment. On ne veut pas choquer. Et je pense que, en tout cas pour moi-même, ça a été extrêmement libérateur de penser que maintenant, la transgression, la provocation, pour moi, n'est pas le bon chemin, en fait. Ça m'intéresse plus de provoquer. Je me suis suffisamment dépassée moi-même, voilà, pour dépasser en fait cette question de la provocation. Et donc, je pense beaucoup à la sorte de petite révolution douce hein, qui se fait, voilà, tout en douceur. Et c'est quelque chose que je pratique dans ma vie, mais aussi dans ma pratique artistique, voilà. Donc, et en particulier pour la performance. J'avais très peur d'aller sur scène, même si j'ai fait ça pendant toute mon enfance et mon adolescence. Mais après, bon, de formuler ses propres idées, c'est encore autre chose. L'acte de la performance, pour moi, n'est pas un acte de provocation. Je ne le sens pas comme ça. C'est-à-dire que toutes les performances que j'ai faites, pour moi, c'est juste être moi-même sur scène, c'est déjà énorme. Donc c'est pour ça que les protocoles que je pratique et que je mets en place pour mes performances et qui génèrent la performance, parce que la performance a souvent aussi un acte gratuit, c'est qu'on veut juste se montrer sur scène, on veut justement provoquer. Bon, après, je ne critique pas, mais je ne voulais pas venir à la performance parce que c'est très à la mode d'être performeuse. Je ne fais la performance que s'il y a vraiment quelque chose d'absolument essentiel et de minimal. C'est ma pratique est minimaliste, hein, à la fois dans le dessin, dans la musique. Et la performance, je tends hein, vers ce minimalisme-là. Et ma première performance, ça a été uniquement de marcher, en fait. C'est uniquement la marche. Et c'est lié à mes dessins, donc c'était la figure de la constellation, voilà, qui d'ailleurs reprend cette idée de multiples perspectives. Et la première performance, c'était de marcher dans cette constellation. Alors, qu'est-ce que c'est la constellation dans mon travail? C'est une figure qui est née par la réflexion sur la langue arabe. Et j'ai justement, tout le parcours que je vous ai un peu raconté, c'est que j'ai pris suffisamment de distance aussi vis-à-vis de la langue arabe. Langue, moi, qui me faisait peur, parce que c'est une langue, malheureusement, dans mon parcours, qui a été associée à une sorte de conservatisme, à une sorte d'excès, voilà, d'excès de religion, à l'interdit. C'était beaucoup lié à ça. Pour tout ce que je vous ai raconté, c'est parce que la rue, qui était habitée bon, par le marocain et puis par l'arabe, était une rue qui harcelait, qui interdisait, qui faisait peur. Donc j'avais peur. Donc j'avais peur d'une certaine manière de la langue arabe. Et malgré le parcours bilingue que j'ai eu, cette peur persistait. Parce que dans la rue, ça ne suivait pas. J'avais évidemment cette bulle protectrice de l'école bilingue qui transmettait le français par la douceur, etc. Mais l'arabe dans la rue restait quelque chose de marqué par la honte. J'avais honte de dire que je sais pas, que je ne faisais pas Ramadan parce que j'avais mes règles. Voilà, on peut pas parler de son corps. Hein, c'est quelque chose. La femme ne parle pas de son corps. Et ça, c'est pour moi, bon, dans ma tête, c'était associé à la langue arabe. Et mais pas au marocain. Alors donc ça c'est très complexe. Je ne pourrais pas dire pourquoi. Si je peux quand même dire que parce que le marocain, au moins dans la rue et dans la vie quotidienne, on voyait
on voyait des choses très paradoxales, et comme ce que je vous ai raconté voilà, sur la douane, il y a des choses qui sont très vivantes, où finalement on arrive à se sentir bien. Mais l'arabe, c'est la langue officielle, c'est ce qu'on voit au journal télévisé, c'est ce qu'on lit dans les journaux, c'est évidemment la langue du Coran, donc c'est une langue qui rapporte à quelque chose qui n'est pas forcément, pour moi, inscrite dans la vie quotidienne, dans les besoins quotidiens. Voilà. Euh, et je voulais rapprocher la langue arabe de la musique, et je cherchais un système en fait pour rapprocher la langue arabe de la musique, mais je voulais la rapprocher d'une certaine manière, pas subjective ou émotionnelle, narrative, mais d'une manière systématique et dans l'abstraction. Comment je raisonne en arabe et qu'est-ce qui m'intéresse dans cette langue arabe finalement. Je ne suis pas, je ne me définissais pas, enfin c'est comme ça, je ne définissais pas comme étant quelqu'un qui lisait beaucoup en arabe, qui lisait, j'ai lu évidemment parce que j'ai eu un parcours scolaire qui m'a aussi invité à lire voilà, enfin, la littérature arabe qu'on lit quand on est à l'école marocaine ou à l'école française. J'ai évidemment des auteurs que j'aime énormément, mais cette identification ne se passait pas. Et cette identification a commencé à se passer lors de mes voyages dans le monde arabe au Moyen-Orient, quand j'ai commencé à voir des pièces de théâtre et à rencontrer des pionniers du théâtre arabe. Et là, j'ai commencé à m'identifier à la langue arabe. Parce que dans certains pays, il y a, du monde arabe, il y a une circulation entre la langue classique et la langue dialectale que moi je ne trouvais pas dans mon propre parcours. Il y a évidemment des Marocains qui le trouvent très facilement. Moi, c'était compliqué. Et il fallait que je prenne cette distance. Donc je me suis dit comment je raisonne en arabe et qu'est-ce qui m'intéresse dans cette langue. Comme je raisonne aussi, raisonner résonne différemment, comme je le dis, mais je raisonne en musique, c'est-à-dire que je raisonne comme toujours en termes de composition ou de construction. Donc je m'interrogeais sur la langue arabe et j'ai d'ailleurs pris des cours à la Sorbonne quand j'en avais marre de cette école de commerce. Je me suis inscrite à la Sorbonne en langue et civilisation arabe parce que j'avais tout le temps envie de me rapprocher de cette langue, mais c'était compliqué. Alors j'ai remarqué que c'est la seule langue qui est basée sur l'action. Alors, je vais essayer d'être plus explicite. Quand on cherche un mot dans le dictionnaire arabe, on ne va pas aller chercher le mot en question, on va aller chercher sa racine verbale. Par exemple, librairie, qui se dit maktaba, on ne va pas aller chercher à maktaba, donc à M ou mim, hein, on va aller chercher à kataba, donc à la racine verbale, donc à l'acte ou le verbe qui a donné, donc la racine verbale qui a donné ce dérivé, qui a une forme en particulier, parce qu'il y a, je crois, une dizaine de formes. Il y a la forme sujet, la forme objet, il y a la forme... bref, voilà, parce que par exemple écrivain, en français c'est écrivain et librairie, c'est très loin, mais en arabe, écrivain et librairie c'est très proche. Si je vous le dis, kataba, donc c'est l'acte d'écrire, katib c'est l'écrivain, et maktaba c'est la librairie, donc c'est extrêmement logique, hein, c'est une langue qui est pour moi donc très
d'abord rythmées, et puis ce sont des formes avec lesquelles on peut jouer, vraiment comme des Lego, hein. On a 3 lettres, et avec ces 3 lettres, il suffit de coller un mime pour que ça devienne le lieu. Si on colle un livre, ça devient le sujet. Bref, il y a des formes comme ça. Et puis, ce sont des formes rythmiques. Mais ce qui m'a, pour le moment, je pense que ça va continuer, mais là où j'en suis, c'est que la figure de la constellation est née en disant, donc quand je raisonne, en fait, quand j'essaye de comprendre ce que je dis, ce que j'écris, en arabe, je me réfère toujours à une action. Alors j'ai dessiné un cercle, j'étais très fascinée par le système de Schoenberg dodécaphonique, parce qu'il voilà, il a inventé un système avec des séries de notes, et moi je me disais, en fait, je vais reprendre juste cette idée du cercle en me disant que les points sont autant de lettres imaginaires, et je vais relier les points, 3 points, à l'infini, comme si chaque fois que je disais un nom en arabe, un vocable en arabe, je me référais à l'action dont il dépend. Et donc je répétais comme ça à l'infini cet acte de relier 3 points comme autant d'actions possibles, et ça faisait des intersections, et ça faisait une sorte d'étoilement, et voilà, donc c'est la figure de la constellation, et pour moi c'était comme représenter un raisonnement en arabe. Et après, j'ai repris cette figure dans la performance, où je marche dans cette constellation, comme si mon corps finalement s'identifie à la main qui dessine, et je marchais, et je dessinais des lignes juste en marchant, avec cet acte très simple qui est pour moi l'acte, on va dire, élémentaire du mouvement, c'est la marche. Et c'était vraiment pas évident juste de marcher avec une sorte d'abandon, de neutralité totale, hein. Et j'avais cette image de moi marchant dans la langue, et comment finalement le langage nous... le langage c'est encore autre chose, mais la langue en tout cas nous conditionne, voilà. Mais dans la figure de la constellation, c'est toujours cette idée de multiples possibilités, c'est qu'avec un protocole très simple et unique et enfermant, a priori, très contraignant, c'est juste 3 points que je relie quand je dessine, c'est que ça m'offre énormément de possibilités. Il n'y a pas une constellation qui ressemble à l'autre. Je n'ai absolument pas fini d'inventer des constellations, et je n'ai pas fini d'inventer des parcours dans cette constellation en tant que performeuse. Et c'est là où ça m'a beaucoup libérée déjà dans mon rapport à l'arabe, et ça me conforte aussi, et ça me fait accepter l'idée du système. C'est-à-dire que même si on est enfermé dans un système, le fait de recréer un système à l'intérieur de ce système, c'est cette recréation de son propre système qui permet à la fois de naviguer dans le grand système, mais aussi d'inventer autant de systèmes en fait, c'est pas autant de systèmes que de règles, mais une simple règle peut inventer pour soi d'énormes systèmes. Donc je ne pense pas qu'il faut aller contre le système, mais il faut juste inventer son système. Et c'est en inventant son système, qui de toute façon est un système qui est complexe, permet de cohabiter comme des constellations, comme des astres, des planètes, on gravite, voilà, mais pas la frontalité. Alors, évidemment, ça dépend des pratiques, médiums artistiques, disciplines, c'est ça que je voulais dire. Par exemple, pour les arts plastiques, je trouve que, enfin, il n'y a pas vraiment de différence, c'est-à-dire qu'il y a autant de femmes artistes, peut-être un peu plus même, que d'hommes artistes, plasticiens, artistes visuels. Au cinéma aussi, il y a quand même pas mal de cinéastes marocaines, même si ça reste quand même une majorité masculine, mais il n'y a pas une espèce
majorité absolue, on se dit ah là il n'y a que des hommes ou là il n'y a que des femmes. Par contre, pour la musique, alors ça dépend de quelle musique. Il y a énormément de figures de chanteuses femmes. Alors, il y en a énormément, une pléthore. Mais dès qu'on entre dans la musique dite savante, écrite, hein, alors là, on n'en trouve pas beaucoup des femmes. Alors, je parle de mon expérience personnelle, c'est que moi j'ai étudié la musique au conservatoire, musique classique. Je chantais, je dansais à la maison sur des musiques traditionnelles marocaines. Donc ça, c'est la tradition orale, c'est la transmission orale. La transmission écrite, elle se fait pour moi, pour beaucoup. Maintenant, ça a changé parce que les programmes de conservatoire ont changé. Ils ont intégré la musique arabo-andalouse, ils ont intégré justement les musiques marocaines dans l'enseignement. À l'époque, ça n'existait pas. Bon, il se trouve qu'un de mes aïeux, en fait, est l'un des premiers à avoir noté la musique arabo-andalouse, c'est Kounesh El Hayek. Je ne sais pas, j'ai aucune preuve que je suis une des descendantes. Enfin, en tout cas, le directeur de conservatoire un jour m'a offert ces cahiers en me disant maintenant, toi, tu es une des petites filles de ce premier musicologue, en fait, à avoir noté les noubas des musiques andalouses. Il est de Tétouan, mon père est de Tétouan, donc il y a de fortes probabilités. Mais en tout cas, ça n'a jamais été pour moi un facteur de... Enfin, ça ne m'a pas fait davantage aimer la musique. Ce n'était pas non plus un facteur déclencheur pour moi de vouloir écrire la musique. C'est un joli hasard auquel je crois. Il y en a plein d'autres dans ma vie qui font que comment dire, que j'aime aussi le parcours que je vis, quoi, en tant qu'artiste et dans ma vie. En tout cas, celui-là, c'est un joli hasard. Et donc, le directeur de conservatoire m'offre ce Kounesh El Hayek, voilà, qui sont des mélodies, ce ne sont même pas arrangées, des mélodies de Nouba, de musique arabo-andalouse, qui est la musique dite savante, hein, de la musique marocaine. Il y en a d'autres, mais en tout cas c'est celle qui est la plus représentative. Ce sont ces grands orchestres où il n'y a pratiquement que des hommes. Il y a très peu de femmes. Alors il y a, je crois, le premier orchestre de femmes, musique arabo-andalouse, c'est à Tétouan, mais on n'en voit pas beaucoup. Les arrangeurs, les compositeurs, ce sont des hommes. Alors moi, évidemment, je suis compositrice, je suis encore au début de mon langage, je dirais, voilà, c'est long, c'est un processus qui est très long, et j'accouche à peine hein, de ces œuvres musicales, peut-être et probablement aussi à cause de cette histoire, parce qu'il faut du temps pour dépasser l'histoire et on a besoin de temps. Et je ne connais pas d'autres femmes compositrices, par exemple, au Maroc. Voilà, je n'en connais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de chanteuses, comme je disais, mais femmes compositrices, il n'y en a pas beaucoup. Et la figure de la chanteuse, malheureusement, pendant moi, ma formation musicale, est associée à la figure de la sheikha. La sheikha, d'abord, c'est une femme qui est peut-être l'une des premières femmes, on va dire, entre guillemets, féministes au Maroc, parce que c'est elle qui chante, qui écrit de la poésie et qui chante, alors dans des soirées, dans des cabarets, donc elle est associée aussi à des sortes de femmes de mauvaise vie, mauvaise mœurs, mais en tout cas c'est quelqu'un qui crie, voilà, son désespoir, ses émotions, et elle peut les formuler. Donc ça c'est vraiment une figure très très forte au Maroc, plus ou moins respectée. Mais je sais par exemple que c'est très très courant quand une jeune fille veut faire du chant, très souvent, tu veux devenir sheikha. Et là c'est comme si tu devenais une prostituée, quoi. C'était vraiment l'amalgame.
j'ai vécu ça. Mon père, à un moment donné, j'ai voulu faire du chant, justement, comme la danse m'avait été interdite parce que mon corps devenait femme, et que en Algérie, il y avait tous ces fous qui lançaient de l'acide chlorhydrique sur... Enfin, c'est fou, c'est islamistes qui balançaient de l'acide chlorhydrique sur les femmes. Donc voilà, ça fait peur, évidemment. Alors, après, c'est pas juste mon père qui me dit ça, mais c'est aussi la peur de l'extérieur. Donc plus de danse. Alors comme plus de danse, eh bien ça va être le chant, il faut faire autre chose. Et le chant, il était hors de question que je fasse du chant. Mon père m'a dit: quoi, tu veux devenir shira? C'est exactement ça, sa parole. Alors j'ai quand même fait du chant en cachette. Voilà, j'ai fait du chant classique, j'ai fait du chant jazz, j'ai tout fait. Et le chant m'a accompagnée voilà, pendant, je sais pas, depuis l'âge de 16-17 ans jusqu'à 24-25 ans. Comme si la musique, dans mon histoire, elle ne passait que par cette identification à ces figures de femmes chanteuses, mais je n'ai pas eu d'identification par rapport de femmes compositrices. Alors que pour les arts plastiques, il y en avait plein. Il y en avait vraiment énormément. Et puis on collectionnait les femmes artistes, on respectait les femmes artistes visuelles, hein. Enfin visuelles, les peintres, parce qu'au départ c'était la peinture au Maroc. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Moi je ne vois pas de sorte d'inégalité. La question qui, évidemment, qui blesse, quoi, là où ça pose problème, c'est quand il s'agit de danse. Là aussi, on a des images toutes faites de la danseuse du ventre. La danse, c'est la danse du ventre, c'est la danse de cabaret, c'est une danse de séduction. Et pour se détacher de cette image-là, là aussi, il y a tout un long processus. Mais aujourd'hui, il y a énormément de femmes chorégraphes au Maroc, enfin énormément, j'exagère, mais en tout cas par rapport au passé, il y en a quand même un certain nombre qui font un travail de qualité, voilà, et qui dépassent cette question de danse de cabaret. Dans ma formation personnelle, quand j'ai travaillé à l'Institut du monde arabe, je m'occupais de la communication du secteur de spectacle, théâtre et danse en particulier. On trouvait, mais vraiment, on trouvait pas du tout, c'était dans les années 90, entre 95 et 99, on ne trouvait pratiquement pas de danse dite contemporaine. C'est-à-dire qu'on ne trouvait que des spectacles de danse, alors où les grandes compagnies, voilà, enfin, folklorique, mais avec quand même une ouverture sur ce qu'on appelait la danse moderne, mais ou alors, voilà, danse évidemment orientale, revisitée pour que ce soit une danse à peu près mise en scène, mais ce n'était pas un acte, pour moi, contemporain. La danse contemporaine qui mêlait plusieurs façon d'exposer son corps, et surtout qui tentait de développer un langage. C'est très récent, c'est vraiment très très récent, au Maroc, hein, évidemment. Donc ça, il y a quelque chose qui change, ça c'est évident, il y a quelque chose qui change. Il y a vraiment aujourd'hui des chorégraphes, voilà, qui vont voilà, dans des festivals européens, etc. Alors, on en vient à cette façon dont le milieu de l'art programme ces choses, je veux dire, ces objets artistiques et ces artistes. C'est la question de la thématique. Alors on adore, c'est l'Afrique, c'est le monde arabe, c'est la régionalisation, le Maghreb. Moi-même, j'étais d'ailleurs conseillère à la Villette pour un festival qui s'appelait Latitude Villette Maghreb. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir artiste, parce que j'en avais vraiment marre de voir en France tout le temps musique égale les ahwesh, les bnet houariyat, que j'aime beaucoup par ailleurs. Ça n'a rien à voir avec mon goût, mais c'est juste
voilà, la musique au Maroc ne se limite pas à cette description-là. Et ce qui m'agaçait, et bon, ça m'agace moi maintenant parce que je compose, donc du coup, voilà, je participe à une façon d'exprimer ma subjectivité et d'affirmer ma subjectivité, puis d'aller à la rencontre de ma subjectivité, parce que ça, on ne sait pas ce qu'on affirme, mais en tout cas, j'y accède, hein, c'est déjà énorme. Alors que ces groupes-là, finalement, n'accèdent pas à une certaine forme de subjectivité parce qu'ils transmettent une tradition orale. Alors ils innovent certainement, des innovations que je ne vois peut-être pas, que je ne peux peut-être pas voir, mais en tout cas, c'est une réalité qui est loin d'être la mienne et qui est loin d'être celle de la plupart des jeunes qui ne rêvent pas de devenir, je sais pas moi, chanteur dans un groupe de ahwesh. C'est pas une perspective, c'est pas un horizon possible. Donc je me suis dit, ça c'est problématique en tout cas pour la musique. Alors évidemment, il y a plein de choses qui se passent, hip-hop, rap. Et là, quand j'ai travaillé dans ce festival, j'ai un peu exploré ce qu'il y avait en Tunisie, en Algérie. Il y avait énormément de choses en Algérie. Au Maroc, c'était un peu plus timide. Mais j'en avais aussi vraiment marre de ces boîtes où on disait, voilà, maintenant on va faire un festival ou une programmation sur ce n'est même pas telle région, c'est vraiment, ils englobent des pays qui n'ont parfois aucun lien en fait. Hein. C'est vraiment, voilà, bon. Voilà, donc je me souviens m'être vraiment indignée, être un peu révoltée quand il y a eu Africa Remix à Beaubourg par exemple. Ça m'avait beaucoup révoltée. Je me suis dit, bon, moi j'étais au début, j'avais à peine 30 ans, donc j'étais au début en fait, moi, de mon processus de création. Enfin, j'étais encore en exploration. Et je me disais, ben, dans quelques années, si je développe un langage, je ne voudrais pas participer à ce type de manifestation. Alors après, évidemment, des artistes me disent, mais oui, mais il faut bien composer aussi avec la réalité, sinon on ne montre pas. J'ai dit, d'accord, on ne montre pas, mais il faut quand même aussi dire que ça ne va pas. Et pendant tout ce temps-là, moi, je refuse en fait. Hein, pour le moment, j'ai eu la chance de ne pas participer à ce type de, comment dire, étiquetage, hein, où voilà, tu es les femmes marocaines. Oui, le monde arabe, ça c'est absurde. L'Afrique, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, alors voilà, j'ai la chance d'avoir fait des expositions plutôt intimistes, enfin, vraiment comment dire, des expositions collectives sur des thématiques, sur justement la notation par exemple. Ça, c'était une très belle exposition à laquelle j'ai participé dans une galerie dans le Marais qui s'appelle la galerie Vincent Sala, qui a pour moi une programmation qui rassemble en fait une certaine conscience des artistes. C'est pas on vient, ça aussi, il y a tout un monde de la programmation et des curateurs, hein, curateurs et curatrices qui viennent et qui tout d'un coup ont une thématique, on ne sait pas d'où elle vient, et puis tout d'un coup ils essayent de collecter des gens pour que les artistes entrent dans la thématique et non pas l'inverse. C'est-à-dire, on ne va pas aller voir des artistes, on se dit, tiens, un tel, dans son langage, dans sa pratique, me rappelle un tel, et puis peut-être qu'il y a une conscience là qui est en train de se former, et tout d'un coup, le curateur ou le galériste ou le directeur du musée dit, tiens, je vais faire une programmation pour dire, voilà, ici, on parle de telle chose comme ça. Voilà, donc par exemple, moi, j'ai participé à des expositions comme... oui, la notation, donc c'était l'exploration d'artistes qui travailler entre musique et art plastique, comment la notation musicale se mettait en lien avec le dessin en particulier. Oui, je trouve que les curateurs, les commissaires, enfin tous ceux qui
qui programment hein, ont une grande responsabilité là-dedans. Et les artistes parfois, enfin je ne vais pas jouer victime, hein, mais les artistes des fois sont obligés de répondre oui à ce type d'invitation parce que oui, on n'a pas, on n'a pas forcément tous beaucoup de propositions, tous de possibilités de montrer notre travail. Et du coup, c'est vrai qu'on, des fois, je comprends qu'on puisse accepter. Aujourd'hui, je comprends qu'on puisse accepter ce type d'invitation, mais je préférerais éviter. Vraiment. Et ce serait vraiment aussi contraire à ma pratique. Par contre, là, j'ai eu une exposition récemment aux États-Unis, à New York, et là, moi, je me suis sentie en famille parce que je viens du minimum. Enfin, ma pratique est minimaliste. Je ne viens pas du minimalisme, je n'ai rien à voir avec les États-Unis a priori. Mais oui, le fait d'être venu du Maroc, d'avoir eu un lien au rythme, au motif, voilà, l'espèce de répétition. Donc mon langage est très proche des minimalistes américains. Et je suis très heureuse quand je vais, quand je suis allée à New York, de voir qu'il y a une conscience collective que je constate dans le public qui vient, qui me dit mais oui, on reconnaît ton travail, on s'identifie à ton travail. Et j'ai eu la même réaction au Maroc aussi. Mais pour le coup, c'est une question de pratique, de connaissance, de référence, mais pas d'identité, je sais pas, et d'esthétique en fait. Question très embarrassante. En fait, cette appellation féministe, moi, m'a toujours posé problème, mais à l'extérieur, on m'a toujours dit que j'étais féministe. Donc, on me définit, hein, on définit ma personnalité, on définit mon action comme étant féministe. Mais moi, je ne me vois pas comme ça. Je ne me vois pas comme étant féministe. Alors, quelqu'un qui est très au fait de tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit hein, sur le mouvement, le courant, les actions féministes, me dit je suis post-féministe. Alors, bon, alors je dis qu'est-ce que le post-féminisme? Et voilà, donc je ne sais pas si la définition est vraie, c'est juste et voilà, la femme telle qu'elle est, en fait. Alors, je dis, bon, soit, je veux bien, puisque mon travail, oui, montre mon corps tel qu'il est, ma tête comme elle résonne, mes doigts comme ils jouent, comme ils dessinent. Donc, oui, je travaille sur le corps au travail, d'une certaine manière. Et une de mes toutes récentes performances, qui s'appelle COODD, cet obscur objet du désir. Je joue avec évidemment les initiales et avec le film de Buñuel et puis avec la figure de la femme qui est stigmatisée comme un objet de désir. J'invite en fait des femmes et exclusivement des femmes à s'éventer, à prendre donc l'éventail et à s'éventer selon un protocole que je définis, mais c'est un protocole qui est très simple, minimal et finalement musical, puisque les femmes sont invitées à s'éventer selon un rythme qui est attribué à chaque couleur d'éventail. Donc il y a un rouge, un rose, un bleu, un vert, un jaune. Donc il y a à peu près 5 rythmes et les femmes sont invitées dans un espace. Alors je l'ai fait dans plusieurs espaces, je l'ai fait dans un espace intérieur, dans une galerie. Je l'ai aussi fait en extérieur, je l'ai fait lors d'un vernissage à Rabat, justement. Et à chaque fois, j'adapte un petit peu le protocole de manière à ce que, de manière à interpeller finalement l'image de la femme. Mais
selon le contexte, parce que ça change évidemment. Alors donc j'ai des réactions très marrantes, alors que c'est très bête en fait, hein, ce qu'on propose est quelque chose de très très simple, mais je réclame le côté bête, c'est vraiment, on est là, on est assise et on s'évente. C'est un acte qui est associé à un acte féminin, l'objet aussi est un objet qui est associé à un objet féminin. Mais on est juste là et on s'évente et il y a un rythme, on n'a pas le droit de sourire, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de se lever. Donc il y a un protocole donc, qui reprend un peu aussi cette idée d'une certaine société qui interdit, hein, qui m'a interdit, qui interdit à pas mal de femmes le fait d'avoir du plaisir en fait, hein, tout simplement, de se réjouir, de parler, de s'exprimer, de marcher. Et là, je dis, voilà, on ne peut pas faire ça, mais on peut s'éventer, et le rythme, c'est celui-là. Donc voilà, c'est celui-là, celui-là. Et alors, paradoxalement, quand on l'a fait dans une galerie, donc la galerie était sur la rue, les femmes étaient en U, disposées en U, et j'avais 4 acolytes, 4 complices, et chacune commençait à entrer finalement sur scène, donc c'était cette galerie, et le public était à l'extérieur. Donc ça créait aussi un rapport voyeuriste de l'extérieur vers l'intérieur, et seules les femmes pouvaient entrer et participer. C'est une performance participative. Donc on commençait, nous les complices, et puis chaque femme entrait. Et alors, elles ouvraient la porte, elles entraient, puis il y en avait de plus en plus. Donc les gens s'arrêtaient, regardaient, et ça durait, évidemment. Donc c'est la question aussi de la répétition dans mon travail, parce que plus ces femmes répétaient ce geste, plus les images se dégradaient, parce que au début on se dit « Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est une vitrine, qu'est-ce que c'est ? Qui sont ces femmes ? Qu'est-ce qu'elles font ?» etc. Et puis au fur et à mesure, on sentait, nous, à l'intérieur, que voilà, il y avait des hommes qui nous regardaient comme si, des femmes qui se disaient « Mais pourquoi que des femmes ?» D'autres qui disaient « Ah bon, mais... » Parce qu'on entendait en plus les commentaires, on se disait « Ah bon, mais nous, pourquoi on ne peut pas rentrer ?» et tout ça, mais personne n'entrait. Donc il y avait aussi un respect du protocole, chose que j'aimais bien. J'avais évidemment un peu peur de quelqu'un qui pourrait rentrer et finalement violer cet espace, parce que tout d'un coup, avec cette performance, j'arrivais à asseoir un espace sacré, un espace intime, voilà, auquel le public ne pouvait accéder, et puis les hommes ne pouvaient pas accéder à cet espace. C'était vraiment un protocole. Quand j'ai fait ces performances à Rabat dans le cadre d'un vernissage, on se déplaçait au fur et à mesure du vernissage. Alors évidemment, quand on se mettait à l'entrée de la galerie, ça faisait un peu hôtesse qui accueillait avec une sorte d'exotisme, parce qu'on était avec des éventails. Donc je crois que les gens pensaient vraiment qu'on était des hôtesses embauchées par une compagnie pour faire l'accueil de ces invités qui étaient plus ou moins officiels. Donc ça, c'était rigolo. Évidemment, ça me faisait beaucoup rire, hein, moi intérieurement, parce que je performe aussi, donc je sens, je perçois, donc j'aime beaucoup aussi être à la fois sur scène, mais aussi en pleine, vraiment baignée, quoi, et immergée et confrontée aussi proche des réactions du public. Donc ça, c'est très rigolo. À un moment donné, parce que j'avais exposé la vidéo qui avait été faite dans la galerie, et j'avais exposé ça dans l'exposition collective. Et d'ailleurs, entre parenthèses, donc je me contredis, c'était d'ailleurs c'était pas la même chose, c'était pas 4 femmes artistes, c'était une artiste que j'aime beaucoup, qui m'invitait, c'était sa carte blanche, donc elle a réuni 4 artistes dont elle se sentait proche. Donc déjà, c'est différent, hein, c'est pas... Mais bon, je ne peux pas dire que dans mon parcours, je ne ferai jamais d'exposition thématique sur femmes marocaines, arabes, je ne sais pas, je ne peux pas promettre ça, ni m'enfermer là-dedans non plus. Et donc, je me souviens, nous étions assises, nous étions 4,
Et tout d'un coup, il y avait la visite officielle du ministre de la Culture, puis après il y avait le conseiller, puis il y avait... donc c'était marrant d'être là, juste là, mais assez vanté, et d'asseoir cet espace auquel voilà, personne ne pouvait entrer, mais en même temps absolument exposé. Et je ne revendiquais rien, je ne réclamais rien, j'étais juste là en fait. Donc c'est pour ça que ça m'a valu cette image de post-féministe. Et je le dis, je dis juste, finalement, je montre des corps de femmes qui sont en train de faire un acte quotidien que tout le monde connaît, mais où il y a une dimension de jeu là-dedans, parce qu'il y a des règles, il y a juste des petites règles du jeu. Et elles ne sont pas nues, elles ne sont pas habillées d'une manière voilà, extravagante, c'est juste costume quotidien avec un code couleur aussi pour des raisons esthétiques. La dernière fois que je l'ai faite, c'était à Marseille, c'était en face de la mer, donc il y avait évidemment d'autres images qui arrivaient, Pénélope, etc. Et moi, je trouvais ça très bien, c'est le rapport au temps, l'attente. Donc c'est le contexte qui fabrique aussi les images. Donc on peut être une femme là, je sais pas, et puis être choquante à l'extérieur, être complètement insignifiante dans un autre pays. Donc ça j'aime bien. Donc la performance circule avec finalement, comme c'est une performance qui ne dit rien qu'un simple geste et qu'un simple jeu finalement, et qu'un simple jeu musical. Et c'est là où j'ai un respect particulier pour la musique, parce que ça enfin pas la musique, il y a énormément de musique, mais je veux dire, la musique peut aussi s'abstraire comment dire, pas de tout contexte, mais tout d'un coup de renvoyer à la subjectivité de chacun très rapidement, c'est-à-dire renvoyer des images, voilà, renvoyer des images rapidement à celui qui l'écoute. Et pour moi, la performance, je l'envisage vraiment comme une pièce musicale. Elles exécutent une sorte de partition, plus ou moins improvisée, et selon le contexte, donc selon la culture des gens, selon les gens qui la regardent, ça les renvoie à leur propre image. Et la répétition là-dedans, le fait que ça dure longtemps, quelqu'un qui reste de A à Z voit défiler ses propres images, et peut-être même voit ses propres images se contredire, ou peut-être même disparaître avec l'épuisement, avec la lassitude, avec l'ennui, donc ça renvoie aussi à ses propres sentiments. Et ce que j'ai beaucoup aimé récemment à Marseille, c'est que j'avais avec la personne qui m'avait invitée à faire cette performance une petite discussion en disant voilà, où est-ce qu'on met le public, est-ce que c'est frontal, pas frontal, hein. Et donc c'était en face de la mer, et il y avait une grille, spontanément j'ai dit le public doit être derrière la grille, et nous on est dans une espèce de cage. J'avais envie aussi de reproduire cette image de la galerie avec la vitrine, et là il y avait la grille. Et puis elle m'a dit non, ça va être difficile déjà de faire venir du public, peut-être c'est bien quand même de laisser libre champ pour circuler. J'ai dit bon, alors j'ai cédé, j'ai dit d'accord. Et donc on a fait la performance, et au fur et à mesure, donc il y avait des gens qui ont commencé à être en face de nous, et au fur et à mesure, les gens prenaient de la distance et ils se sont situés derrière la grille, et du coup il y a eu un rapport comme ça de respect de l'espace sacré, hein, qu'on créait. Tout d'un coup, eux-mêmes voulaient prendre de la distance pour pouvoir voir une image ou des images. Trop proches, ils ne pouvaient pas. Et donc ils sont restés pendant 1 heure, ou un peu plus même, 1h10, ou quelque chose comme ça, derrière la grille, à regarder des femmes qui s'éventaient. Ça, donc pour moi, c'était une très belle affirmation que quand on a son propre espace, on pouvait aussi s'affirmer en tant que tel, et puis mettre cette distance qui est nécessaire entre l'un
soi et l'autre. Et c'est cette distance en fait qui est pour moi salvatrice et qui fait d'ailleurs la relation. Sinon, il n'y a pas de relation. Et quand on a fini cette performance, on est évidemment allé, voilà, on s'est mêlé aux gens qui étaient là, et j'ai eu pas mal de réflexions. Pourquoi les hommes ne peuvent pas participer à cette performance? Pourquoi exclure les hommes? Alors j'ai dit, oh, c'est un comble. j'ai dit maintenant, alors j'ai dit, parce que c'est d'une certaine manière, oui, pour moi c'est une affaire de femmes, dans le sens où moi-même j'ai vécu des rituels où où en faisant la performance, desquels je me suis sentie très proche en faisant la performance. C'est-à-dire, quand je me suis retrouvée dans la galerie avec ces femmes en train de m'éventer, il y avait une communication invisible entre nous qui rappelait des moments moi j'ai pu partager avec d'autres femmes dans les anniversaires, dans les fêtes de mariage, dans le hammam, dans la salle d'attente de je ne sais quoi. La société est de toute manière, voilà, il y a des endroits où on n'est qu'entre femmes, il y a des endroits où on n'est qu'entre hommes, et je ne veux pas dire que le fait d'être avec des femmes est un acte féministe dans le sens où voilà, je suis contre telle ou telle idée, ou bien si je suis avec des femmes, alors j'exclus les hommes. Non, c'est juste un moment, et ce n'est que ça. Ce n'est pas forcément un acte politique, c'est juste... Enfin, peut-être l'acte politique est de dire on est comme ça, et puis on peut aussi être entre nous, et puis dire voilà, vous êtes ailleurs. Ce n'est pas non plus... un acte violent de dire je suis autre à tel moment, je suis différent à tel moment, et vous êtes en dehors de ce cercle à tel moment. Pour moi, ça ne pose pas problème, et c'est même vital de pouvoir le faire.